L'Editio Critica Maior est l'outil de référence en matière de critique textuelle sur le Nouveau Testament, en tout cas à l'heure actuelle. C'est un outil qui est en cours de réalisation. Pour l'instant, il y a 3 volumes qui sont sortis. Le volume 4 est sorti en premier sur les épîtres catholiques. Ensuite, on a eu le volume sur les actes et le volume sur Marc qui vient d'être publié en août 2021. Ces volumes sont pas donnés au format imprimé, comme vous pouvez le voir, mais la bonne nouvelle, c'est que les éditeurs, l'institut qui est à l'origine de cette édition, ont mis en ligne cet outil qui est en accès libre et qui permet d'accéder à la version numérique de l'Editio Critica Maior. Alors qu'est-ce que ça donne lorsqu'on est sur cette interface? Bien entendu, vous pouvez entrer la référence qui vous intéresse. Alors il faut préciser que seuls les 2 derniers volumes publiés sont intégrés dans cette interface, donc c'est-à-dire uniquement pour Marc et pour les actes pour l'instant. Mais on peut penser qu'au fur et à mesure des publications, on va avoir l'intégration des autres livres qui vont être traités par l'Editio Critica Maior. Mais pour l'instant, donc, les seules références que vous pouvez entrer, c'est dans Marc ou dans Actes. Ici, à titre d'exemple, voilà, je m'intéresse à Marc, chapitre 1, verset 1, donc on rentre la référence. Vous avez 2 choses ici qui s'affichent. La première, en haut, c'est le texte grec tel qu'il est retenu par l'Editio Critica Maior, c'est-à-dire le texte qui est, selon les éditeurs, le plus proche possible de l'original. Et vous avez en bas ici la paracritique qui indique les variantes avec un certain nombre de témoins pour chaque variante. Je précise tout de suite que vous avez la possibilité d'afficher cette Editio Critica Maior de façon un peu plus agréable en cliquant sur ces 3 petits points, Print, et vous choisissez soit verset, soit chapitre. Par exemple, ici, Chapter affiche donc, voici, dans une autre façon d'afficher le texte. Et vous avez ici notamment la numérotation des mots que vous retrouvez pour indiquer les leçons, ou les lieux variants plus exactement. Donc par exemple ici pour le chapitre 1 verset 1, on a 2 leçons, 2 lieux variants pardon, qui sont indiqués, qui sont signalés. Vous avez un lieu variant qui porte sur le mot numéro 10, donc ici Christou, et un lieu variant qui porte sur les mots numéro 12 à 16, donc ici Uyu, Tu, Teu. Et pour chaque lieu variant, vous avez tout d'abord donc le texte A qui correspond, ou la leçon A qui correspond au texte retenu par l'éditeur, avec les différents manuscrits ou témoins qui attestent ce texte. Il faut noter que pour la leçon A, c'est-à-dire celle retenue, on n'a pas forcément toute la liste complète des témoins. Par contre, normalement, pour les autres variantes, on a quelque chose d'un peu plus complet. Donc ici, on a A, B, C, D, E, F, donc les différentes variantes à la place de UU, TU, TU. L'avantage de cette interface, c'est qu'elle permet d'accéder à pas mal d'outils qui sont édités, qui sont publiés par l'Institut de Münster, qui est derrière tout cela, et qui sont fort pratiques pour aller plus loin, on va dire, pour comprendre le travail qui est en arrière-plan de cette Editio Critica Maior. Alors, une des premières choses que vous pouvez faire ici à partir de l'appareil critique en ligne, c'est que pour tous les manuscrits grecs, vous pouvez cliquer sur la référence. Par exemple, ici, voilà, on va cliquer sur le 01, le Codex Sinaiticus, et vous allez avoir ici à droite la transcription de ce manuscrit pour le verset qui nous intéresse, qui va s'afficher. Donc la transcription avec la mise en forme telle qu'on la trouve dans le manuscrit. À partir de cette transcription, vous pouvez aussi ouvrir un outil qui est très utilisé là aussi par les spécialistes, c'est le Manuscript Workspace, qui vous affiche ici voilà, les images du manuscrit. Voilà, donc là vous avez l'image du Codex Sinaiticus pour Marc 1, verset 1. Vous voyez bien les textes ici.
qui est retranscrit ici, et puis vous pouvez passer à une autre page si cela vous intéresse, ou chercher d'autres manuscrits si vous souhaitez le faire à partir de cette interface fort pratique. Je signale aussi tout de suite que si vous ne vous souvenez plus à quoi correspond, on ne connaît pas par cœur tous les numéros de manuscrits, vous avez ici à gauche aussi l'accès direct à la liste. La liste, c'est la liste complète, la plus à jour de par le monde des manuscrits du Nouveau Testament. Et par exemple, si vous ne savez plus à quoi correspond le 037, vous cliquez ici 037, vous sélectionnez ce numéro ici, vous voyez que ce manuscrit est donc un manuscrit du 9e siècle, a priori, qu'il contient les évangiles, ici évangiles, qu'il est situé à Saint-Gall en Suisse, donc c'est là-bas qu'il est stocké, et puis vous avez même accès, on va dire, à des notices plus détaillées, et vous avez même des bibliographies sur ce manuscrit ici en bas. Une deuxième chose que vous avez aussi dans cette fenêtre, c'est que vous pouvez voir toutes les citations patristiques qui sont en rapport avec ces variantes. Par exemple ici, voilà, pour la variante F, c'est-à-dire l'omission de Uyu Tuteu, vous avez un certain nombre d'abréviations pour différents auteurs anciens. Par exemple, Or correspond à Origène. Mais vous vous dites, tiens, moi j'aimerais bien vérifier la citation en question, à quoi correspond, dans quel ouvrage d'Origène est-ce qu'on a une citation du premier verset de Marc. Et pour cela, il vous suffit ici de cliquer sur ce lien, patcite. Vous cliquez là-dessus et vous avez une autre fenêtre qui s'ouvre, et cette fenêtre répertorie donc toute la liste des témoins, des citations pour ce verset qui sont inclus dans l'édition Critica Maior. Par exemple, ici, vous retrouvez voilà, la référence Or d'Origène, Cels, et vous pouvez cliquer sur ce numéro à côté, et là, vous avez une notice qui s'ouvre. Donc, pour cette variante-là, on a la référence complète, donc Origène contre Cels, chapitre 2, a priori paragraphe 4, les références dans les éditions ici de critique de référence pour ce texte, et vous avez même le texte, l'extrait du texte pour le passage qui nous intéresse, et c'est souligné ici, commencement de Arcetu Angeliu Jesu Christu, avec l'omission, donc pas de mention de Uyu Teu ou Uyu Tuteu. Troisième chose qu'il faut signaler, c'est que pour certaines variantes, alors c'est seulement les variantes les plus importantes dans le sens, par exemple, celles qui sont, où le texte choisi, retenu par l'édition Critica Maior est différent du texte de Nestlé Aland, des éditions précédentes, qui sont publiées par le même institut. Et par exemple, ici, pour Uyu Tuteu, on a une petite bulle bleue qui est foncée, alors qu'il y a d'autres endroits où elle est claire comme ceci. Donc là, si vous cliquez là-dessus, vous n'allez rien avoir, il n'y a rien qui se passe. Mais si elle est foncée, vous pouvez cliquer et vous allez avoir le commentaire au sujet du choix qui a été fait pour cette variante. Et vous avez vraiment voilà, des indications détaillées sur pourquoi est-ce qu'on a retenu ce texte-là, quelles sont les positions différentes, et des précisions qui sont en plus parfois par endroit, pas dans la paracritique même. Donc vous avez deux rubriques à ce commentaire. GC correspond à la cohérence généalogique, qui est la méthode de critique externe, comparaison des manuscrits utilisés par cet institut pour l'édition Critica Maior. Donc vous avez la discussion, on va dire, en ce qui correspond à la critique externe. Et TP, je sais plus ce que ça veut dire comme initial, mais en tout cas ça correspond plutôt à la critique interne. La dernière chose qu'il est possible de faire à partir de cette édition Critica Maior en ligne, c'est d'ouvrir un outil qui est en arrière-plan de toute la réflexion sur les manuscrits, en particulier la tradition manuscrite grecque du Nouveau Testament.
qui est en arrière-plan de toute cette édition. Et donc, pour l'ouvrir, vous avez cette petite flèche dans un rond bleu qui est à côté de chaque variante. Donc là, par exemple, pour cette variante-là, pour ce lieu variant-là, on va ouvrir cet outil. Donc cet outil, c'est la base de données informatisée qui essaye de mettre en œuvre une méthode qu'on peut traduire par méthode généalogique basée sur la cohérence, qui a pour but de retracer un peu l'histoire du texte, de faire une sorte d'arbre généalogique du texte, de différentes formes du texte grec au fil du temps. Vous voyez, là, ici, on a l'arbre généalogique en bas complet pour les manuscrits grecs pour le texte ici de Marc, puisqu'on est dans Marc. Alors qu'est-ce que ceux qui ont développé cette méthode ont fait? La première chose, c'est qu'ils ont entré de façon exhaustive, il me semble, tous les manuscrits grecs, et pour chaque lieu variant, ils ont dit, voilà, on a tel manuscrit grec qui atteste telle variante. Et vous voyez que la liste ici est beaucoup plus complète des témoins grecs, hein, on n'est que sur les témoins manuscrits grecs. Vous voyez, la liste est beaucoup plus complète que dans la paracritique de l'Editio Critica Maior. Vous voyez, ici, on a un certain nombre de manuscrits signalés, mais ici, la liste est beaucoup plus longue. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant, un travail quasiment exhaustif. Et ce qui fait que pour chaque manuscrit, on va pouvoir savoir, par exemple, si je clique sur le numéro 02, je peux savoir que dans 95,07% des lieux variants pour l'évangile de Marc, on a le manuscrit 02 qui s'accorde avec le manuscrit 041. C'est-à-dire que le manuscrit qui a le plus de points en commun avec 02, c'est le 041. Il s'accorde dans 95,07%, c'est-à-dire 5321 fois sur les 5597 lieux variants attestés par les deux manuscrits. Puis ensuite, vous voyez, on a le classement, donc le deuxième manuscrit le plus proche, c'est le 017, puis 78, et puis plus vous descendez dans la liste, plus vous avez des manuscrits qui sont différents de 02. Donc avec ça, voilà, on a des statistiques qui permettent de repérer la proximité des manuscrits entre eux, pour la proximité du texte plutôt des manuscrits. Donc ça, c'est un premier gros travail qui est fait. Ensuite, la deuxième chose qu'ils font, c'est que pour chaque lieu variant, ils vont essayer de faire un petit arbre généalogique des variantes pour essayer de déterminer quelle est la variante source, c'est-à-dire la variante à l'origine des autres, qui est a priori la variante la plus proche de l'astérisque ici correspondant au texte original selon les auteurs. Donc on va avoir ce petit arbre généalogique. Et puis, à partir donc à la fois de ces statistiques sur les manuscrits et des petits arbres généalogiques, on va construire un grand arbre généalogique qui est ici tout en bas, qui est intitulé General Textual Flow, donc un flow textuel général. Donc c'est un courant textuel, c'est-à-dire que on va reconstruire ce qu'on pense être un peu la généalogie des textes attestés par les différents manuscrits. Il faut bien noter que c'est les textes attestés par les manuscrits, non pas les manuscrits eux-mêmes qui sont ici dans l'arbre généalogique. Par exemple, le manuscrit ici en bas 05 est un manuscrit bien plus ancien que les manuscrits minuscules de 1737, 105, etc. Mais on considère, d'après tous les calculs informatisés, etc., que le texte attesté par 05 pour l'évangile de Marc, donc là on est sur quelque chose de général, est plus éloigné, on va dire, de l'original que le manuscrit 892, qui atteste un texte plus proche de l'original a priori, d'après en tout cas cette méthode. Vous voyez, donc on a cet arbre généalogique. Alors pour essayer de bien comprendre toutes ces données, cette méthode, on va prendre l'exemple ici qu'on a en Marc 1, verset 1, un exemple bien connu de ceux qui s'intéressent à la critique textuelle du Nouveau Testament, c'est-à-dire est-ce que on a la présence de Uyu Tuteu à la fin du premier verset de Marc, donc commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Est-ce qu'on a la mention du Fils de Dieu
Ou est-ce que, selon la variante F, on n'avait pas dans le texte original cette mention et qu'elle aurait été rajoutée plus tard? Alors il faut savoir que dans l'histoire de la critique textuelle, beaucoup de textualistes ont pensé que Uyu Tuteu était un ajout postérieur et que le texte original attesté notamment par Codex Sinaiticus n'aurait pas inclus Uyu Tuteu. Dans les dernières éditions du Nestlé Aland ou dans l'outil un peu de référence, on a la leçon Uyu-Teu, non pas Uyu-Tuteu, qui est retenue, mais entre crochets pour montrer qu'il y a quand même une belle hésitation. Ici, dans l'Editio Critica Maior, donc qui va devenir l'édition de référence pour plusieurs décennies a priori, on a retenu de façon claire, sans hésitation, Uyu-Tuteu, et non pas seulement Uyu-Teu qui est bien attesté par des codex importants, 0305 notamment, mais Uyu-Tuteu qui est ce qui correspond au texte majoritaire, texte byzantin. Comment expliquer ce choix qui a été fait? Eh bien tout simplement par l'emploi de la méthode ici présente. On a estimé donc que A et Uyu-Tuteu est à l'origine de toutes les autres variantes, ce qui laisse à supposer qu'on estime que notamment l'omission ou bien Uyu-Teu, Uyu-Tucuriu sont des erreurs scribales, c'est-à-dire des erreurs plutôt d'inattention. Et qu'est-ce qui a permis aux éditeurs d'avoir cette opinion-là? Eh bien, c'est tout cet outil-là. Alors, vous avez notamment donc cet autre graphique ici qui essaye de montrer quels sont pour chaque variante, donc pour chaque témoin plutôt attestant chaque variante, quel est l'ancêtre le plus proche de ces variantes. Et on constate par exemple que pour la leçon F, donc l'omission, donc si vous cliquez donc sur le lectionnaire 2211, vous avez ce tableau-là qui vous montre que le témoin, donc les témoins gris, c'est ceux qui ont un trou, on va dire, qui attestent pas ce passage de marque, qui ont un trou, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce passage, mais les témoins, donc le témoin qui atteste ce passage, qui est le plus proche généalogiquement de L2211, c'est 0,43. Et 0,43, d'après leur méthode, est considéré comme un ancêtre de L2211. Donc ce qui veut dire que le texte attesté par L2211 a pour ancêtre le plus proche le texte attesté par 0,43, d'après la méthode ici employée. Et alors que le texte, pareillement de 1555, a pour ancêtre le texte attesté par le manuscrit 105 qui a la leçon A. Vous voyez, les flèches vont dans ce sens-là. Donc pour 1, 2, 3, 4, 5 variantes, on a a priori la leçon A qui est un ancêtre de l'omission F. Comment est-ce qu'on arrive à cela? Alors vous pouvez voir aussi un autre graphique ici qui est la cohérence au niveau de l'attestation, c'est-à-dire qu'ici, dans ce graphique, vous pouvez choisir d'afficher la variante A, B, C, D, E, F. Donc là, on a la variante A. Vous voyez que si on essaye de faire la généalogie de tous les témoins qui attestent la variante A, on a un arbre généalogique assez cohérent, ce qui montre qu'on remonte bien, a priori, à un même original. Hein. Alors que si vous choisissez la variante F, vous avez quelque chose de beaucoup moins cohérent. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, on voit que les différentes variantes F ne sont pas reliées entre elles pour former une sorte d'arbre généalogique, donc qui remonterait à un ancêtre commun, mais qu'elles ont toutes pour ancêtre un texte qui atteste la variante A. Donc, comment expliquer cela? On explique cela tout simplement par une erreur accidentelle. Ça ne peut pas s'expliquer autrement que plusieurs fois dans la tradition textuelle, on a A qui va devenir F. C'est simplement qu'il y a eu a priori un homoiotéleton, c'est-à-dire qu'on a l'œil du scribe a zappé le Uyu-Tuteu parce que Uyu-Tuteu se termine comme Yesu Christou et qu'il est passé directement à la suite, et donc on a plusieurs fois l'apparition de cette
omission. Voilà un peu donc ce que cet arbre généalogique permet de retranscrire. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à cet arbre-là? C'est parce que si vous regardez donc dans l'arbre complet qui est ici tout en bas, vous voyez, si vous cherchez la variante f, alors vous en avez une qui est quand même assez en haut, hein, mais qui est issue de UTU, donc qui a pour ancêtre UTU, donc le 0,1, le Sinaiticus, voilà, quand même assez en haut, mais ensuite la variante F réapparaît plus loin alors qu'il n'y a que des A en ancêtre. Elle réapparaît à un autre endroit de la chaîne généalogie alors qu'il n'y a que des A en ancêtre. Donc voilà, comment expliquer cette place dans la généalogie? La meilleure explication, c'est que c'est une erreur répétée par des copistes, une erreur de copie. Voilà un peu un exemple concret de cette mise en œuvre de cette méthode.